Vous m'entendez correctement? Ça va? Bon, merci aux camarades qui m'avaient fait savoir votre volonté de me faire venir pour un débat pour présenter Macron entreprise de démolition. Je fais pas mal de débats depuis le lancement du livre début janvier. C'est la 39e date, j'ai bien compté. Et chaque fois, j'ai plaisir à retrouver les camarades, au-delà. Plaisir à retrouver nos militants, nos responsables, nos élus, aussi bien entourés. Là, attention, entre Sac et Chirac. Chaque fois, je présente le livre, je donne quelques éléments sur l'actualité. Il y en a aujourd'hui, notamment avec ce que vient de faire Emmanuel Macron aux États-Unis. C'est l'occasion de débattre de l'actualité, mais bien évidemment aussi de la situation politique, sociale, pour faire grandir encore les luttes et les ripostes et pour dégager une perspective politique. De très nombreux syndicalistes me disent, Olivier, on va faire de notre mieux sur les luttes, et nous sommes dans les luttes, mais il va bien nous falloir dégager un nouvel horizon, une nouvelle espérance collective pour le plus rapidement possible en finir avec le macronisme. Je comptais rester parmi vous un peu, et si on peut terminer à 22h, c'est bien, je rentre à Pau, parce que l'un des soutiens du macronisme, François Bayrou lui-même, celui qui avait décrit un temps Emmanuel Macron comme le candidat des puissances de l'argent, il avait bien raison, on va couper la machine infernale, vient de se faire prendre la main dans le sac. C'est pour ça que j'ai une actualité paloise qui va me faire revenir à Pau, dès demain matin. Pourquoi? Parce que Mediapart vient de révéler aujourd'hui même que François Bayrou a recruté la fille du maire de Biarritz, Didier Borotra, ces deux grands fauves du Modène et des Pyrénées-Atlantiques, pour la nommer directrice des futures halles de Pau. On fait plus de 20 millions d'investissements publics, sans appel à candidature, comme ça, le fait du prince. Donc le héros de la moralisation de la vie politique nationale, qui nous donne des leçons à tous les conseils municipaux, est pris la main dans le sac d'une vraiment sale affaire. Bon, revenons au macronisme, le livre d'abord rapidement. Macron, on est entre gens informés, sinon on savait très bien que ce n'est pas le perdant de l'année. Ce n'est pas un appel de 6 semaines. Cela a été une fable médiatique que de nous faire croire qu'il a fait irruption dans la vie politique nationale dans les derniers mois avant la campagne. C'était une fable. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés chercher, pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé Macron? Pourquoi il est sorti du chapeau de cette manière? Parce que le système politique dominant, financier, ceux qui tiennent le système, ont très bien senti de nouveau que la cocotte se mettait à bouillir et que notre peuple allait de nouveau sanctionner très sévèrement les politiques menées. D'ailleurs, notre peuple le fait tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il dégage celui qui avait pris des engagements devant le pays. Sarkozy, travailler plus pour gagner plus, dégager. Hollande, le changement c'est maintenant, l'inversion de la courbe. Première fois sous la Ve République, et c'est un élément très significatif, du haut niveau de crise politique et démocratique, voilà le président en exercice, en pleine situation pour se représenter, qui ne peut pas se représenter, empêché par la somme des renoncements et des trahisons. Le système a vu que de nouveau ça cognait. Ils sont donc allés chercher Emmanuel Macron. Le livre commence par cette phrase que vous connaissez, tout change pour que rien ne change. Alors nous on fait tout beau, tout neuf, par une campagne médiatique de haut vol, avec les magazines, les Newsweek, comme on dit. Emmanuel et Brigitte à la plage, Emmanuel et Brigitte au ski, Emmanuel et Brigitte en famille. Ça peut nous faire sourire, mais vous savez que pour des millions de gens, c'est le rapport qu'ils ont à la politique. Ils rentrent dans le bureau de presse, dans le bar tabac,
ils viennent chercher leur paquet de cigarettes, ou leur tac-au-tac, ou leur loto, et semaine après semaine, ils voient ces unes de magazines nous présentant presque un nouveau John Fitzgerald Kennedy, le JFK à la française, propre sur lui. Dans le même temps, il organise une levée de fonds pour financer sa campagne d'un niveau totalement inédit. Jamais un candidat à l'élection présidentielle n'a levé autant d'argent en si peu de temps. Et nous retrouvons tous les premiers de cordée. Bolloré, qui vient d'être écouté par les juges, Bernard Arnault, qui accompagne Macron chez Trump aujourd'hui. Ils ont donc préparé Macron pour justement que l'essentiel du système soit maintenu. Ils y sont arrivés. Soutien financier, soutien médiatique. Le livre ne raconte pas la campagne, parce qu'il y a eu tellement d'ouvrages. Le livre raconte du premier jour de ce nouveau quinquennat jusqu'aux derniers arbitrages pour le budget 2018. Parce que des arbitrages financiers pour un budget comme vous, messieurs les maires, ça en dit beaucoup sur la nature d'une politique. Beaucoup, c'est la carte d'identité. Les copains m'ont dit, est-ce que c'est pas trop tôt de sortir un bouquin ça fait que je donne le manuscrit mi-novembre aux éditions de l'Atelier. J'ai commencé les présentations du livre début janvier. Moi, je pars du Paris, et encore une fois, quand je le laisse, quand je donne mon manuscrit mi-novembre, vous vous rendez compte, c'est il y a 5 mois, le pays n'est absolument pas dans la situation telle qu'on la vit aujourd'hui. Je ne m'étais pas attendu à tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est un élément. La crise politique ne trouve pas l'élection de Macron un terminus. Il va y avoir des secousses, des soubresauts. Il va se passer des choses. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le livre en fait le récit. C'est qu'une majorité de part de plus en plus importante de personnes voient la réalité de cette politique. Il y a des gens qui ont voté Macron au premier tour en toute bonne foi. Moi, j'en connais des copains qui ont dit, bon, on peut lui dire, bon, il faut lui laisser sa chance, pourquoi pas? Il y en a qui ont pensé ça, qui ne sont pas irrécupérables. Hein. Il y en a aussi beaucoup qui ne sont pas allés voter. C'est la première fois qu'il y a une abstention aussi forte. Mais semaine après semaine, la réalité de ce pouvoir est apparue pour le plus grand nombre. Nous concernant, ça a été une surprise. Ce qui a peut-être été une petite surprise pour un certain nombre de personnes dans les organisations progressistes, c'est la détermination, la rage presque de ce pouvoir à vouloir enquiller un maximum de choses, en même temps aussi réduit. C'est totalement inédit. Jamais sous la Ve République, un nouveau pouvoir arrivant aux affaires ne s'était comporté avec une aussi grande détermination à aller au bout le plus rapidement possible de sa politique. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron a recyclé la célèbre phrase de Denis Kessler, l'un des grands dirigeants du patronat français, qui avait dit qu'il va bien falloir en finir un jour avec le programme du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, les gens commencent à ressentir ça. La France de Macron, c'est une France start-up, avec de grandes mégalopoles, remis entre elles par des lignes de LGV. Les lignes secondaires, c'est une fable que de dire qu'elles seront reprises par les régions. Moi, j'en ai 2 chez moi, la Pont-Laurent et la Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port. Je peux vous dire que personne ne va reprendre ça. Vous vous rendez compte, le RER C, sur une journée, il fait 550 000 usagers. Une journée. La Pau au Laurent, elle fait 126 000 usagers à l'année. Mais nous en avons besoin de la Pau au Laurent. C'est une ligne de vie qui irrigue le territoire. Il y aurait même un magnifique projet que de la faire aller de l'autre versant des Pyrénées. Qu'est-ce que ce serait intelligent, plutôt que de voir les camions tomber dans le gave d'Aspe, pour ceux qui connaissent la vallée d'Aspe, une vallée magnifique, se renverser dans le gave une fois tous les 2 ou 3 mois. Passons là-dessus. La réalité de cette politique est apparue. D'abord, sur ce personnage, ça commence par tout en Macron, cette marche solitaire dans la cour du Louvre. Entre le moment où il apparaît et ses premiers mots au micro, il s'écoule 4 minutes 30 sur cette marche inaugurale. Nous sommes en pleine période jupitérienne.
quelque chose qui est en lien à ce qu'est aujourd'hui l'élection présidentielle, comme s'il n'y avait pas eu 1789 dans notre pays, laissant entendre que la France attendrait un nouveau monarque républicain. Un homme qui, à lui seul, pourrait prendre les décisions et décider de tout. Ça, c'est un premier élément qui est apparu dans la politique de Macron. Une spirale autoritaire. Il n'aime pas le Parlement. Je ne développe pas, mais son projet de réforme constitutionnelle, institutionnelle, et avant tout, un projet, je ne développe pas, pour réduire le Parlement. Réduire l'initiative parlementaire, réduire le contrôle parlementaire, réduire le nombre de parlementaires, ce qui nous mettrait dans de méga circos où plus personne ne saurait qui est ce député. Exactement comme ils l'ont fait avec les grandes régions, telles qu'elles ont été dessinées. Il faudra qu'on explique quand même comment sur la nouvelle Grande Aquitaine, on vit le même territoire entre le Somport et le Marais Poitevin, quand même. Donc là, il a la volonté de vraiment cadenasser le Parlement. Il n'aime pas les élus locaux. C'est d'ailleurs ce qu'il avait dit. Moi, je suis président, mais sans avoir été élu, comme si c'était pour lui des lettres de noblesse. Il n'aime pas, bien évidemment, les syndicats. Je développe. La manière dont ça s'est passé sur la réforme du Code du travail, comme la manière dont ça se passe aujourd'hui sur la réforme ferroviaire, montre sa détestation des organisations syndicales, notamment des organisations pour une réelle transformation. Il faut d'ailleurs prendre soin de soutenir en tout temps et en tout lieu nos camarades syndiqués. Parce que la réforme du travail, déjà, le Code du travail les attaque beaucoup dans leur représentation, dans le maillage territorial qu'on a, avec un très grand nombre de délégués qui sont vraiment maintenant attaqués, avec moins de mandats, moins d'heures, moins de capacité à défendre les salariés du public et du privé. Dans un tel moment, les organisations syndicales doivent être soutenues parce que l'ensemble de la démocratie sociale est attaquée. Et donc, quand on est un dirigeant de gauche, on ne produit aucune parole, aucun acte qui pourrait mettre en difficulté nos camarades syndicalistes. Personne ne doit se comporter ainsi. Et quand quelqu'un se comporte ainsi, il doit être rappelé à l'ordre. On ne fait pas ça dans un tel moment. Il n'aime pas ceux qui luttent. Il avait eu une phrase, vous vous souvenez, sur les GMS. Qu'est-ce qu'ils ont, cela, foutre le bordel, ils aillent chercher du travail ailleurs. En fait, l'ensemble de ces petites phrases de Macron, ce n'est pas des sorties de route. C'est quelqu'un qui suinte le mépris de classe. D'une certaine manière, le macronisme reconvoque la lutte des classes. Puisque pour lui, dans la France Macron, la France start-up, tout le monde n'aurait pas sa place. C'est exactement ce que vous retrouvez dans la réforme de l'université, de la sélection du bac et du lycée. Moi, je viens d'un milieu populaire. Personne n'aurait pu me dire, quand j'avais 16, 17, 18 ans, tu vas pouvoir faire ça, et peut-être ne pas faire ça. Personne ne te dira, oui, mais on pouvait, même si on était dans nos quartiers populaires, rêver de même futur, avoir un imaginaire qui n'était pas bridé. Aujourd'hui, la réforme qui est mise en place, c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que je trouve qu'il n'est pas suffisamment porté dans nos luttes. C'est qu'un enfant aujourd'hui, le tri social existait déjà. Les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales. Et il est certain que si vous êtes fils d'ouvriers, vous avez moins de chances d'accéder à un cursus universitaire allant jusqu'au bout. Nous le savions ça. Mais la décision de Macron, c'est véritablement de le graver dans le marbre. De dire n'y compter absolument plus. Et d'organiser ce tri social. Je suis en contact avec des ados qui essaient de remplir qui ont rempli leur Parcoursup et qui s'appliquent sur leur lettre de motivation. Mais ces ados, ils ont la chance d'avoir à ses côtés quelqu'un qui dit « fais gaffe, change cette formule, etc. » Mais il y a plein d'enfants des milieux populaires aujourd'hui, avec des parents qui arrivent au bout du rouleau de leur journée, qui comprennent rien à ce qu'ils truquent, etc., qui sont laissés à eux-mêmes.
avec en plus l'ensemble des organisations de l'éducation sociale, de l'éducation populaire dans les quartiers qui étaient massacrés, avec la suppression du contrat aidé. Et tout ça fait sens. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu montrer avec le bouquin. Rapprocher les sujets pour montrer la globalité de l'attaque portée par le macronisme. Parce que faites attention à une chose, Macron et son équipe ont la capacité de mettre 4 ou 5 sujets à la fois par semaine. Vous êtes comme un appel pris à les femmes d'une voiture. Sur chaque semaine, vous faites 4-5 sujets. Vous traitez celui-là, un autre démarre. Vous allez sur celui qui démarre, encore une autre annonce. C'est pour ça que Macron est en difficulté aujourd'hui, pour partie. Il ne voulait absolument pas que le débat national s'arrête sur un sujet. C'est ce qui s'appelle, en langage de communication, une stratégie de communication de tapis de bombe. On balance des bombes tous les jours, comme ça, personne ne peut s'arrêter. Or, le débat national vient de se fixer sur un sujet, la réforme ferroviaire. Bien sûr, c'est dur. Le Premier ministre a accepté une rencontre. Elle est importante. Ils sont déterminés à aller au bout, on le sait. Mais il y a des millions de gens qui aujourd'hui, par exemple, ont pu avoir des éléments plus précis sur la dette ferroviaire. Avant, c'était un sujet qui était totalement évacué. Combien sont les personnes qui pensaient que la dette ferroviaire était creusée par les statuts des cheminots? Cette saloperie sans nom, faire croire que c'était les cheminots qui avaient la responsabilité. Nous savons, nous, comment cette dette a été constituée. Combien sont les personnes qui pensaient véritablement qu'il y avait une prime charbon? Comme si le cheminot était en train de nourrir la machine. Il y a eu quand même, comme on a su le faire lors du traité constitutionnel européen 2005, une campagne de révélation de vérité. Il faut la poursuivre. Une autre chose s'est arrêtée dans le pays. La fable et de gauche et de droite. Aujourd'hui, lorsqu'ils sont consultés, 3/4 des Français jugent que c'est une politique de droite. Et dans l'enquête, j'écris aussi que le président des riches, c'est un sparadrap qui n'arrivera pas à se décoller. Parce que comme dans les premiers mois d'un quinquennat, vous supprimez l'ISF. Il n'y a pas d'autre nom. Aucun gouvernement n'avait osé. Ah, ils avaient tâtonné. Les Madeleines, tout ça, à un moment donné, Juppé, ils avaient tâtonné. Ils avaient fait un refus d'obstacle. C'est évident, c'est compliqué d'assumer ça. C'est compliqué de dire à ceux qui ont le plus, vous aurez encore plus. Difficile. Là, ils l'ont fait. Et dans le même temps, ils vont chercher l'augmentation de la CSG dans la poche des retraités qui vivent avec des pensions si modestes. C'est un sujet très important. Moi, comme élu municipal à Pau, il n'y a pas une initiative que je tiens sans qu'un retraité ne me dise « Monsieur Artigol, je peux vous parler ?» Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je perds chaque année 236, 342. Tous les retraités le calculent à l'année pleine et donnent ce chiffre-là. C'est très important, c'est vécu comme une très grande injustice. Je termine sur un point, donc vous allez pouvoir retrouver dans le bouquin des découvertes. On dit c'est bien parce que tu traites de sujets où on avait presque oublié. C'est-à-dire ça va tellement vite. C'est une contribution modeste pour essayer de mieux comprendre le macronisme afin de mieux s'y opposer. Le macronisme n'est pas uniquement la poursuite et l'aggravation des politiques menées par Sarkozy et Hollande. Il faut faire attention à ça. Bien sûr que c'est l'aggravation et la poursuite des politiques menées par le passé, mais pas uniquement. Il y a la volonté de nous faire basculer dans une société totalement différente à celle dans laquelle nous avons vécu. C'est vraiment un choc de choix de société, de civilisation. Il faut en prendre la juste mesure. Bien sûr, et j'en termine par là, le bouquin s'achève par des propositions. C'est-à-dire comment agir face à lui. Et des propositions pour le Parti communiste français. Comment agir face à lui? D'abord, moi je suis convaincu, on a besoin, parce qu'on a besoin pour se mettre en mouvement, pour mener des batailles politiques, il y a deux choses à rassembler pour qu'une bataille prenne. Il faut que l'objectif qu'on propose vaille le coup, que des millions de gens puissent se dire oui, vous avez raison de proposer ça, c'est ce dont nous avons besoin. Et qui nous jugent suffisamment rassemblés et forts pour atteindre cet objectif-là. Vous avez beau parfois donner une proposition à un horizon positif, mais les gens peuvent aussi vous dire, de toute façon, ça serait bien, mais c'est pas possible. Regardez la situation.
Alors bien sûr, la grande question sur les semaines, les mois qui viennent, on le voit avec l'actualité ferroviaire, c'est la question du rassemblement de l'UE. Elle est centrale. Il faut arrêter de se battre la coupe sur est-ce que nous avons des propositions. Je ne pense pas qu'on ait un problème programmatique. Les gens de gauche, on va en parler, parce qu'il y a toujours une gauche ou pas. Il faut arrêter de dire oui, bien sûr, il faut continuer à travailler. Toujours continuer à travailler les propositions, mais quand même, on ne part pas de rien. On a beaucoup travaillé au cours des dernières années. Si je prends l'ensemble des sujets que j'ai évoqués dans ce propos liminaire, la réforme ferroviaire dans notre pays qu'on a besoin, on l'a. Les camarades de la CGT ont fait un travail remarquable. Nos parlementaires ont aussi beaucoup travaillé. Nous l'avons, la réforme du ferroviaire dont nous avons besoin, avec les propositions convergentes des camarades syndiqués et de nos copains qui ont bossé. Regardez sur l'hôpital, le Tour de France qu'on fait avec les parlementaires, la grande réforme dont on a besoin pour l'hôpital public, on l'a aussi. Sur les questions universitaires, sur une école pour la réussite pour tous, nous avons des éléments, on a des billes, on a des biscuits, on saurait comment faire. Je ne pense vraiment pas que le problème soit un problème programmatique. Encore une fois, il faut continuer à travailler, mais regardez sur la question urgente, brûlante des migrants. On vient de sortir un manifeste et je vous encourage à aller le chercher sur Internet, qui est magnifique, sur ce que devrait être une France de l'hospitalité et de la fraternité. Je ferme cet aspect-là. Les solutions, les propositions, on en a beaucoup. La difficulté qu'on a eue au cours des dernières années, c'est que nous avons réfléchi la stratégie de rassemblement qu'à l'aune de la prochaine élection qui arrive. C'est-à-dire que notre stratégie de rassemblement, comme on disait le côté, le chapitre stratégique des congrès, quand on relit ça, et ça ne date pas de la dernière présidentielle, ni de celle d'avant, ni de celle d'avant. Ça fait pas mal de temps que lorsqu'on réfléchit à notre stratégie, on le fait en pensant à l'élection qui vient. Ça s'explique. Chaque fois, on se joue la vie à l'élection qui arrive. La pression idéologique, le mode de scrutin, les pièges sont tels qu'on a bien sûr le fait de conserver un groupe parlementaire était par exemple une bataille essentielle, il fallait bien le conserver. Regardez aujourd'hui, il ne mérite pas le groupe parlementaire. Mais ça nous a un peu vidé, un peu asséché, un peu appauvri sur la manière de construire un vrai rassemblement populaire dans la durée. J'ai fait une expérience très positive à Pau. Ben, il veut démolir une tour, la tour Isab. Ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux voient cette lutte depuis plus d'un an. Donc il fait une opération de rénovation urbaine et il veut détruire une tour. Personne ne comprend. La tour, elle est nickel, ça veut dire social public. Et il y a de l'investissement public pour la refaire. Je lui pose la question, pourquoi vous voulez détruire ce tour? Alors qu'on manque de logements sociaux. Il dit, mais je vais lui faire un parc vert, quoi, paysager. Je dis, mais on est dans déjà un quartier populaire très verdoyant. C'est l'un des quartiers populaires les plus verdoyants de Pau. Il y a des coulées vertes, etc. Ça n'a pas de sens. C'est le fait du prince qui veut décagner cette tour. 112 logements sociaux. Plein cœur d'un quartier populaire. Je vous parle de ça sur le rassemblement. Vous allez voir pourquoi. On y va avec les copains, c'est toi après l'annonce de la démolition, surtout qu'ils avaient annoncé la démolition par un courrier d'un boîte aux lettres qui n'avait pas été mis sous enveloppe. Madame, monsieur, j'ai pensé changer la physionomie générale du quartier, votre tour sera démolie. Ouais. Bien à vous, en vous remerciant, en vous. Les gens vraiment paniqués. L'effroi. Le courrier n'avait pas été mis sous enveloppe pour gagner une demi-journée de secrétariat. Nous avons dit le meilleur social. C'est bien. On y va avec les copains. Le collectif, ça avait commencé à se constituer. De 2-3 personnes plus combatives que d'autres. Je me pointe, il n'y a pas de politique ici. La détestation de la politique. Parce que dans la crise de la politique, les gens nous mettent dans la politique. C'est parfaitement injuste pour nous. Parce que quand il y a une couture, ils savent qu'on est là. Mais ils nous mettent dans ce rejet de la politique en général, ils nous mettent dedans. On y est retourné. On s'est parlé. On est allé sans les médias. On est monté dans les étages, il y en a 18. Porte par porte. On a vu les familles étrangères placées par l'OFPRA. On a expliqué à ceux qui
expliqué qu'il fallait aussi que les familles étrangères soient de la lutte. Ça a été très dur. Le Front National faisait un score dans ce bureau de vote très important sur les élections d'avant. On a mené le travail en se disant notre objectif c'est éviter la démolition. Là on met les maillots au tribunal administratif parce qu'il n'a pas respecté une loi sur l'ANRU. Mais les copains à la section de Pau ont dit on ne va pas pouvoir tout faire, mais on va faire cette lutte-là pour éviter cette démolition. Ce qui fait que quand on parle des identifiants du patrimoine français, à Pau, des personnes parfois nous encouragent et allez les ISAB, c'est le nom de la tour. Les chauffeurs de bus, un petit Goglason, allez ISAB debout, c'est le titre de la bataille. Et quand je dis à des personnes qui m'encouragent sur le marché des Halles à Pau, les copains disent arrête de faire ça Olivier, c'est incorrect. Je dis non, je continue à le faire. J'ai dit madame, monsieur, vous venez me féliciter pour la bataille ISAB, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous votez pour le Parti communiste français aux élections? Est-ce que vous avez voté pour moi aux élections législatives? Je fais 5%. Donc. Et là, la discussion derrière est intéressante. Ils disent ce que vous faites sur ISAB, c'est bien, parce que vous ne le faites pas au moment d'une élection et c'est la dignité des quartiers populaires. Donc les gens ressentent ça. Concernant après pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas pour nous, il y a plusieurs choses qui viennent. D'abord l'idée de gauche. Je suis pour qu'on ne la lâche pas. L'autre, quand il dit et de gauche et de droite, c'est surtout pour régler son compte à la gauche. Je pense qu'il faut, bien sûr c'est un combat difficile, mais il ne faut pas la lâcher. Mais il ne faut pas donner le sentiment que la gauche est simplement dans le statu quo, la défense des acquis. Il faut qu'on ait des batailles qui nous propulsent, où on donne un nouveau champ qui existe. Et le Parti communiste français là-dedans va très certainement, je partage ce choix, pour l'instant ce n'est pas une question qui vient, décider de ne pas changer de nom. Ça peut être posé quand Pierre Laurent dit aucune question tabou, aucune question n'est tabou. Si un camarade dit moi je juge que ça devient compliqué, qu'il faut changer de nom, il peut pouvoir s'exprimer tranquillement, sans être sacrifié en place publique. Chacun peut dire ce qu'il en est. Moi je pense que cela serait un raccourci. On pourrait se dire, puisqu'on change de nom, bon mais on peut, ça ira mieux pour nous, je ne le crois absolument pas. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a nécessité à davantage s'exprimer et parler en positif de ce que nous mettons derrière ce mot. Certains jeunes camarades me disent Olivier, tu as été meurtri par la chute du mur de Berlin, c'est ta génération, vous portez les valises, mais aujourd'hui le communisme refrappe à la porte. Attention, ce qui refrappe à la porte, c'est une passion française intacte contre les inégalités. C'est une résistance française pour la défense des services publics dans notre pays, ça a été déployé. Alors pour moi, la lutte contre les inégalités, le service public, c'est du communisme, mais les gens ne m'admettent pas. Ma volonté de lutter contre les inégalités égale le communisme, ça serait trop joli. Il va donc falloir des décisions fortes au Congrès, c'est en tout cas moi ce que je propose, pour qu'on prenne date sur, pour nous, tel et tel sujet, c'est primordial pour nous, comme on dit, réidentifier à l'échelle de la société tout entière. On ne peut plus mener 15 batailles à la fois. Les porter à un haut niveau, les relâcher, c'est épuisant sur le plan du militantisme. Puis après les reprendre, coup de capital, coup du travail, pour les relancer et les porter moins haut que ce qu'on avait fait auparavant. On ne peut plus se disperser. Moi je pense qu'il nous faudrait 4-5 identifiants très forts et qu'on y mette toutes nos forces. La direction du parti, les groupes parlementaires, le journal Humanité, nos organisations de base, nos élus locaux, pour que, dans quelques temps, ceux qui s'intéressent à la politique et ceux qu'on devra reconquérir puissent se dire oui, mais voilà ce que veut le Parti communiste français. Parce qu'aujourd'hui, ils nous jugent, j'ai envie de dire, sur des valeurs. Ils savent qu'on est là, comme je vous dis, c'est un coup dur, mais ils ne voient pas très bien, très précisément, ce que nous portons pour l'avenir du pays. Je pense que la question de la démocratie est un axe de bataille très fort. La démocratie.
face à Macron en plus, que le Parti communiste français soit vraiment le parti de l'expertise citoyenne, qu'on dise vraiment aux populations autour de nous, on veut construire avec vous. Le faire à votre rythme. Il peut y avoir des moments où ça s'accélère, d'autres où il y a des pauses, il y a des reculs. Mais on ne fera rien si on n'est pas le plus grand nombre. La démocratie citoyenne, la démocratie d'entreprise, la démocratie partout. 2, l'égalité. Si on ne reconstruit pas des batailles progressistes au nom de l'égalité, face à l'injustice de ce pouvoir, et avec égalité égale aussi des services publics développés, agrandis dans leur mission, l'avenir d'un très grand service public de la petite enfance va devenir une grande question pour nos territoires. Regardez ce qui s'est passé concernant la politique des EHPAD. L'avenir d'un grand service public de la dépendance et de la fin de vie, pareil. J'ai l'impression qu'on doit aussi remobiliser de grandes campagnes populaires dans la durée sur la culture et l'éducation populaire. Il y a eu trop de dégâts sur les dernières années. Moi, je sais que quand il y a de la culture dans les quartiers populaires, de l'éducation populaire, ça permet de mener des batailles idéologiques à un niveau beaucoup plus fort que si les personnes n'ont plus d'horizon, plus de repères, ont été déstructurées. Il y a d'autres propositions dans le livre à la fin sur des axes de bataille. Je termine sur une idée. Personne ne sait comment les choses vont évoluer. La situation politique et sociale n'est pas stabilisée. Elle est d'une grande instabilité. C'est comme si nous étions sur une ligne de crête. Ce qui est certain, c'est qu'il va se passer des choses. La politique menée par Macron le mettra dans une très grande difficulté pour se représenter ou être réélu. De nouveau, ça va dégager. Parce que les choix politiques qui ont été les siens vont avoir des conséquences terribles. Avant, vous voyez, ça tendait, mais ça tenait. Là, c'est pam, il y a rupture. Sur l'hôpital public, moi j'ai des copains chirurgiens qui disent on ne tient plus. Mais tu vas voir, ça va péter dans les services. Ça va péter dans plein d'autres endroits. Des associations qui ont perdu leur contrat aidé, poum, fini, on plie bagage. Mais sur cette ligne de crête, il y a deux scénarios. Il y a d'abord, certains disent c'est impossible dans notre pays, je ne le crois pas, il y a un scénario à l'italienne. Ça c'est le pire. C'est-à-dire après l'échec des politiques ultralibérales, autoritaires, comme Macron, comme cela fut le cas par Renzi, après Renzi, c'est la porosité Wauquiez, Marine Le Pen. Vous voyez comment ça se passe sur la question des migrants. Et si ce n'est pas Marine, ça sera Marion Maréchal. Ce bloc réactionnaire, xénophobe, populiste, il est en train de se constituer. Et quand bien même les dirigeants de droite, certains disent non, ça pue, les électorats, eux, ils se rapprochent sur le plan idéologique. Ou alors, c'est une sortie par le haut, avec un projet progressiste, solidaire, et l'ensemble des forces progressistes qui convergent. Ce qui est sûr, c'est qu'après la saison 1 du macronisme, face au premier de cordée, on n'a pas besoin d'un premier des opposants. Ça suffit. Il faut arrêter de vouloir se pousser du col pour jouer au présidentialisme en faisant croire que tout pourra être réglé par la prochaine élection qui vient et qu'il faudra donc tous se ranger derrière le club. Ça ne fonctionne pas. Il va falloir retrouver du collectif. Pour ce qui concerne le Parti communiste français, on évite les formes de piège médiatiquement. On n'en parle l'autre jour non plus. Mais il ne faut arrêter avec le jeu de massacre qui consiste à ce que des balles perdues soient dans le camp, ceux qui sont du même côté à barricade. Mais il faut, et je le dis très tranquillement, que la France insoumise comprenne bien que quand bien même elle a acquis au cours des la dernière période, un processus qui ne vous a pas échappé, notamment par l'aide de certains médias, une position importante, elle ne pourra jamais à elle seule, et en présentant Jean-Luc Mélenchon à chaque élection présidentielle, avoir une force suffisante pour passer la rampe. Donc il va falloir du respect, de l'écoute, de la bienveillance, des batailles unitaires, ne pas planter une date à l'agenda sans avoir consulté, recréer du collectif, du lien humain. J'attire votre attention que c'est en train de se passer dans certains territoires. Moi, la France insoumise, à Pau, ils m'auraient pendu en place publique, sans sommation. Aujourd'hui,
Ils me disent comment on fait, comment on travaille, comment... c'est plus... Il y a de la complexité, parce que les gens voient bien que si on ne se rassemble pas sur l'essentiel, si on n'arrête pas les chicaillas, les batailles entre nous, mais Macron va tout enquiller, et on tombera dans une société où celles et ceux qui n'ont pas réagi à temps et avec force par rapport à cette mécanique infernale, on se regardera et on se dira qu'est-ce qu'on a fait, bon sang. Ça sera un cauchemar réveillé. Parce que plus on tarde à aller sur l'essentiel et avec de l'unité, plus les conditions pour construire cette unité sera difficile s'il continue à avancer. Donc c'est pour ça que, concernant le parti, on est favorable à l'ensemble des journées unitaires, on est favorable à ce que nos groupes parlementaires convergent sur l'essentiel, favorable à ce qu'il puisse y avoir des débats dans les territoires où l'ensemble des forces de gauche opposées à Macron se réunissent. On ne regarde pas qui dit quoi, qui a fait quoi aux législatives. On ne regarde pas, je sais que des fois c'est dur, c'est compliqué, mais portons, on n'oublie rien, moi le premier, mais portons dans notre discours et nos attitudes publiques la responsabilité politique. La responsabilité politique est de dire que toutes celles et ceux qui veulent se rassembler pour un projet progressiste, pour mettre en échec Macron, doivent se rassembler, doivent se fixer des batailles. Les conditions de l'élargissement de ces batailles. Pour l'instant, on le voit bien dans l'opinion publique. Regardez, c'est très contradictoire. Les personnes tiennent à leur ligne secondaire, à leur gare, à leur train, ils tiennent au service public de la SNCF, et dans le même temps, 3 Français sur 4, lorsqu'ils sont interrogés, sont favorables à la mise en concurrence. Ça veut donc dire qu'on a là une bataille idéologique de grande portée à mener pour leur expliquer en quoi ça c'est une catastrophe. Et on a des outils politiques pour leur dire, regardez avec le gaz qui s'est passé, regardez avec les télécoms, regardez le train britannique, regardez, on peut leur multiplier les exemples. Mais il faut avoir une discussion cas à cas avec eux. Je ne sais pas si vous y êtes certainement confronté pour un très grand nombre, mais des fois c'est difficile à gagner. En tout cas, il y a des batailles unitaires à mener qui pourront véritablement, dans la période qui vient, porter de sérieux coups à Macron. Il va bien falloir qu'on l'arrête en partie sur sa politique. On a besoin d'une victoire dans la période qui vient. Le plus tôt sera le mieux. Et il y a très certainement, je le crois, dans le pays, des ressources considérables qui ne veulent pas de la France de Macron, mais qui tâtonnent encore pour voir apparaître à l'horizon quelque chose qui pourrait nous fédérer et nous permettre d'espérer de nous. Quand vous parlez du Conseil national de la résistance, pour beaucoup de jeunes, même jusqu'à 40 ans, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un salaire différé. Ils disent les charges, ils disent même mon patron a des charges. Ils défendent même leur patron. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un salaire socialisé. Et ça, c'est très grave, parce que différé, c'est la retraite socialisée, c'est toutes les aides que l'on a, c'est la sécurité sociale, c'est nos hôpitaux, c'est les aides même pour ceux qui s'installent et qui créent des entreprises qui touchent des subventions. J'ai le cas dans ma famille en ce moment. Et rassembler les gens. Donc aujourd'hui, c'est d'actualité. Les syndicats ont du mal ils utilisent le mot convergence. Convergence, déjà dans les organisations syndicales. Mais moi, je suis un énergéticien et j'ai toujours milité sur le syndicat acteur. Parce que souvent, les gens, je t'ai élu, tu fais pour moi. Et moi, je parle du citoyen acteur. Et j'ai bien travaillé là-dessus parce que je suis parti en inactivité il y a quelques mois. Et le plus gros syndicat de la Vienne, où j'étais délégué syndical, on est devenu le plus gros syndicat de la Vienne, et de Sigaud, et j'ai laissé un même outil avec beaucoup d'ingénieurs, 4 techniciens, plus de 40%, et c'est pas un milieu facile. Mais pour revenir sur ce mot convergence dans les luttes en ce moment, les convergences dans les luttes, elles ne sont pas faciles à faire avec les syndicats. Mais les syndicats, ils ont besoin d'un relais politique à l'Assemblée nationale. Ils ont besoin aussi. Moi, quand je vois le Parti communiste qui a des super propositions, je suis membre d'aucun parti. Je vois les insoumis à lesquels tu fais référence, qui ont 85%, 90% des mêmes convergences politiques avec le Parti communiste. Le NPA aussi, qui a les mêmes convergences avec vous. Je n'irai pas jusqu'au Parti socialiste, parce qu'aujourd'hui, on voit ce qu'ils ont mené pendant 5 ans avec quelques écologistes, et Macron faisait partie en fait, de ce gouvernement avec Hollande, Valls. Et un coup de bol, on n'a pas eu Valls, parce qu'avec tout ce qu'il représente, et avec le lobby qui soutient, qui est dangereux, mais je ne dirais pas de le nommer, ce lobby, parce que je serais tout de suite un raciste.
Donc, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est ces convergences. Alors, je vais revenir, je peux peut-être l'appeler camarade, mais moi, j'ai toujours milité pour le Parti communiste, pour les insoumis aux dernières élections, pour les écoles pendant 6 ans à Contreland, parce que moi, ça a toujours été dans moi. J'ai monté des dossiers pour des gens syndiqués, non syndiqués, de retraite, ça a toujours été mon plaisir de le faire comme ça. Pour revenir à ces convergences, s'il n'y a pas de convergence politique, ça va être compliqué. Pas de convergence politique, ça veut dire quand ils ont 85% de choses en commun, on doit trouver un accord. Moi, je vous dis, il y a les Européennes qui arrivent, les prochaines étapes, c'est les Européennes. Est-ce que chaque parti va y aller avec son petit drapeau pour compter ses pions? Si c'est ça, je ne voterai pas. J'ai toujours voté, moi. Toujours. Au premier tour, j'avais un choix. Au second tour, pour Macron, moi je le dis clairement, je vais voter blanc. Parce que je dis le droit de vote, c'est même important. Mais maintenant, même sur cette élection-là, ça qui va être très particulière, parce que nous apporte l'Europe aujourd'hui? Que va nous apporter? Elle ne nous apporte rien de bon. Rien de bon. Même ceux qui disent qu'ils vont en sortir, on voit ce que ça donne comme dégâts. La seule chose que peut nous appeler l'Europe, là, quand il va revenir des États-Unis, c'est une armée européenne. Je vous le dis, c'est une armée européenne. Là, et pour contrer ce que va faire le Trump, parce que tout le monde dit c'est un fou, mais c'est tout sauf un fou, c'est un mec imprévisible. Tu l'as parlé, c'est un manager d'entreprise. Moi, j'étais dans les grandes entreprises, on met des sujets derrière les autres. Ce que tu expliquais, un sujet, la tête des salariés, la tête dans le guidon. Le premier sujet n'est pas fini, le deuxième tombe, le troisième tombe, le quatrième tombe. Ça s'appelle du management d'entreprise, et ça ne joue pas. Moi, ce qui m'intéresse dans le temps, c'est comment on va fusionner les partis politiques sur, s'il n'y a pas de fusion, il n'y aura pas ma voix. Je le dis clairement. S'il n'y a pas de fusion, il n'y aura pas ma voix. Et ça me fait chier de le lire, et je l'ai milité pour personne. Alors, surtout quand on a 80% de... Quand je vois qu'aux législatives, les Insoumis ont 16 députés, le Parti communiste 17, s'ils avaient fait fusion, vous en auriez 45 ou 50 qui représenteraient les salariés de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a besoin de représentativité. Moi, je ne sanctionne pas les Insoumis, ni le Parti communiste, ni le MPA, mais vous sanctionnez les salariés progressistes. Parce qu'il y a des salariés qui ne sont pas progressistes. Mais il y a des salariés qui sont progressistes. C'est ça. Moi, j'ai besoin de ces rôles. Après, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si les gens ne regardent pas ça, ils vont se retourner vers autre chose. Parce que moi, je ne combats pas forcément le Front National. Je combats ce qui génère le Front National. Je ne me trompe pas, c'est bien ce qui génère le Front National qu'il faut combattre. Et là, après les dirigeants du Front National, je sais ce qu'ils valent. Rien de bon. Mais après l'électorat du Front National, c'est des pères de famille comme moi, qui ont des problématiques à la fin du mois, qui ont des enfants en études supérieures, il faut payer, et ceci, et cela. Et c'est des gens qui sont salariés autour de moi, ou retraités, qui ont des problématiques. On ne peut pas dire 24% c'est des fachos. Dans les dirigeants, oui, alors ça je suis convaincu. Mais dans l'électorat, c'est pas vrai. Et ils ont les mêmes problématiques que moi. Donc il faut combattre ce qui génère le Front National. Et ce qui génère le Front National, c'est la politique de Macron, et pas que la droite, c'est la politique de ceux qui ont les règles en ce moment. Voilà ce que j'ai à dire. C'est convergence, mais s'il n'y a pas d'accord politique, je vous le dis tout de suite, tout le monde va payer très cher. Regarde les 3 dernières élections législatives, le taux de participation. Ça devrait inquiéter tout le monde. Tu l'as entendu. Ces 6 derniers mois, il y a eu 3 élections législatives. Ça, c'est un danger. C'est soit l'abstention, soit un rejet, et voilà. Mais où on va aller? Comment on fait pour aller à la convergence? Moi, ce qui me gêne, et je donnerai ce dernier exemple, quand je vois Valls qui a été élu dans sa circonscription à Évry, je te le dis clairement, à 49 pas. 3 maires adjoints communistes ont appelé à voter Valls. 3 maires adjoints communistes. Ils font largement plus de 49 pas. Moi, je m'en fous. Ça aurait été un insoumis, je votais pour un insoumis. Ça aurait été un PC, je votais pour un PC. Ça aurait été un MPA, je votais pour un MPA. Je vous dis, c'est des erreurs graves, très graves. Et chacun porte sa responsabilité, comme lui quand il lance la pierre. Je suis bien d'accord. Lancer des scuds, c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est n'importe quoi. Moi, quand je vois que le PC a mis 3 candidats dans les 3 circonscriptions, les insoumis pareil, on aurait pu converger, on a divisé nos forces. Mais la responsabilité, elle est liée à tout le monde. Elle est liée aux 3, elle n'est pas liée qu'à vous. Elle est liée aux 3. Je le dis clairement. Il y a le 1er mai, il y a le 3 mai et le 5 mai. On est bien d'accord? Tout à fait. Vous trouvez normal?
Est-ce que vous trouvez normal de mettre une Oui, convergence. Le 1er mai, normalement, c'était la fête des travailleurs. Et on aurait pu en profiter, justement, pour les cheminots. On aurait pu en profiter pour la France insoumise. On aurait pu en profiter pour tout le monde. Mais tout le monde fait sa date. Alors si tout le monde fait sa date, je ne vais pas aller 3 fois à Limoges me faire chier. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Je ne gagne pas 3 fois. Ah ben attendez, il faut arrêter les conneries, quoi. Si on y va 3 fois à 300 000, ça va aller. Voilà. Si la première fois on y va, la première fois on y va, la deuxième fois on y va. Je vais avoir d'autres positions, mais rapidement. Parce que c'est une question. Je t'écoute attentivement. Et je vais te répondre par des faits et par une proposition. D'abord, je fais en sorte de ne pas refaire le match le soir pour regarder de l'avant, mais tu as raison, il faut regarder. Je peux t'assurer, tout en te disant aussi que le Parti communiste français a fait des erreurs sur la dernière période sur le plan stratégique. Par exemple, je pense que ça a été une erreur lorsque dans la phase la plus positive du Front de gauche, et j'ai été co-directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012 avec j'ai oublié le nom du camarade qui est décédé depuis l'IPG, et c'était la période la plus faste de la Pierre. Dans la période la plus faste du Front de gauche que j'ai connu, le Parti communiste français a peut-être fait une erreur, et je me mets dedans en étant inquiet sur les adhésions directes. Nous étions dans une phase très positive, des millions de gens se passionnaient par la campagne dans laquelle le Parti communiste français avait pris une place importante, avec un candidat qui à l'époque jouait collectif. Et là, on aurait pu aller vers un grand mouvement d'éducation populaire par les adhésions directes, je le crois. Bon, c'est comme ça. Le neuf a toujours sa part de... c'est anxiogène. Et donc, on a eu le sentiment que ça va être dirigé contre nous. Moi, je pense que quand l'unité se développe, le Parti communiste français peut y être pleinement à l'aise parce que c'est ce que nous voulons, des majorités populaires. Bon. Voilà, là par exemple. Mais je ne te rejoins absolument pas sur ce qui s'est passé sur les législatives. Et c'est important de le dire parce que c'est factuel. En quoi c'est factuel? D'abord, sur la présidentielle, le Parti communiste français n'a pas commis l'erreur de rajouter une candidature, on aurait pu le faire. On ne l'a pas fait par esprit de responsabilité. Sans que jamais le candidat qu'on a soutenu ne crée un événement de campagne permettant d'associer pleinement le Parti communiste français. Pourquoi? Parce qu'il faut le savoir. Parce que pour lui, il le décrit. Pour lui, le Parti communiste français fait partie de l'ancien monde. D'une certaine manière, les deux marques électorales, et je dis bien marques, qui ont le plus scoré sur les dernières présidentielles, c'est la République en marche et la France insoumise. Un peu sur l'idée, nous sommes le nouveau monde, et tout le reste, c'est l'ancien monde, à dégager. Sauf que quand je vois la manière dont, démocratiquement, ces partis fonctionnent, je préfère encore le fonctionnement du vieux Parti communiste français, où on peut se peler sur des conseils nationaux, sur des votes, etc., mais où les camarades peuvent parler et décider, plutôt que la manière dont ça se passe dans les nouveaux partis. Concernant législative, je te l'assure, parce que j'étais dans le cœur du noyau nucléaire en ce moment-là. Nous n'avons cessé de dire à nos camarades de la France insoumise, regardez bien, on vous fait une proposition. Et dans la proposition qu'on mettait sur table, je peux t'assurer qu'on allait très loin, avec y compris chez nous, ce qui est normal, dire à des camarades qui ont œuvré depuis des années à l'échelle de leur circonscription en disant ça va être une circonscription pour les insoumis, pour telle et telle raison, c'est l'accord politique. On est allé très loin. On a poussé les feux pour aller vers un accord national qui nous aurait permis, non pas d'avoir 50, mais une centaine de cents. Nous sommes allés très 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 loin. On y a passé 8 bonnes réunions qui durent chacune entre une, la première, parce que là c'est chaque fois que tu te renifles le cul, ce genre de réunion, mais après celles qui suivent, elles durent plus longtemps. On y a passé un temps fou. La France insoumise a retoqué la dernière proposition, et moi je me souviendrai toujours un dirigeant de première importance de la France insoumise me disant Olivier, jamais on a voulu un accord. Pourquoi? Parce qu'on sera devant partout.
Et étant donné que les Français vont se ressaisir, se remobiliser, vous n'aurez pas de députés, on va les avoir. Parce que ça fonctionne comme ça dans ces moments. Ça fonctionne comme ça dans ces moments. Maintenant, et je t'assure qu'on a eu la volonté nationalement d'aboutir à cet accord. On avait même lâché, parce que mes camarades disaient non, on ne peut pas faire ça. Jean-Luc va être président du groupe, ok, il sera président du groupe. Et pourtant, c'était difficile après ce qu'on avait vécu. Bon, ils n'étaient pas, ils n'ont jamais eu la volonté d'un accord législatif. D'une certaine manière, ça peut dans sa logique se comprendre. Mais cette logique, je le dis, ne permettra pas d'unité. Là, on a un problème politique en ce moment. Parce que ce que tu décris dans ton activité, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis aussi totalement d'accord qu'on la met en dehors de l'électorat du Front National. C'est très important qu'on puisse le dire tous aux oreilles. C'est-à-dire que l'électeur du Front National, c'est pas nostalgique de Jean-Marie Le Pen ou du Troisième Reich. Non, 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 non. C'est celui qui n'en peut plus et qui a envie de pousser un cri et qui le fait avec ce bulletin-là. Mais il est absolument pas irrécupérable. Parce que si on se dit qu'il est irrécupérable, ça veut dire qu'on est d'accord à ce qu'il y ait de l'abstention et un Front National aussi haut dans le pays. Alors là, la garantie, elle est compliquée. Et après, je vais quand même te dire ça pour te répondre, c'est factuellement ce qui s'est passé. Et après, je suis d'accord avec toi sur ce qui suit. On a un débat au sein de la gauche, disons, sur l'avenir de l'Europe. Mais c'est un débat secondaire, plan B ou pas, etc., par rapport à la nécessité, l'urgence à nous opposer aux politiques telles qu'elles sont menées. La question de savoir comment on fait derrière si on a les manettes, on n'en est pas encore là. Déjà, il faut les arrêter. Moi, je penserais que ce serait un fait politique spectaculaire, ô combien positif d'avoir une liste commune, avec les Insoumis, avec le mouvement de Benoît Hamon, avec des écologistes véritablement anti-libéraux, parce qu'il y en a. Oui, mais après, à un moment donné, il faut. Voilà. Il y a aussi des gens qui luttent. Il y a aussi, moi je le vois dans les territoires, il faut faire attention, il y a aussi des familles politiques aujourd'hui qui ont été très affaiblies, mais qui continuent à travailler, etc. Si on veut avoir des camarades qui travaillent sur les alternatives à Notre-Dame-des-Landes, si on veut avoir des camarades qui ont dit des choses que, pour ma part, je partageais concernant Notre-Dame-des-Landes, tu vois. Si on veut des camarades qui, y compris, poussent un peu plus les feux qu'on ne le fait parfois sur le mix énergétique, il va falloir rassembler l'ensemble des sensibilités politiques d'une manière très généreuse. Parce que ça ferait un événement politique. Putain, il se rassemble. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il se rassemble. Il est en train de se passer quelque chose. Est-ce qu'on en prend la direction pour les européennes? À ce soir, là où je te parle, non. Parce qu'il y a déjà Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé sa liste, en indiquant que le seul arbitrage qu'il y aurait, c'est savoir qui l'a conduit. Bon. Hamon a déjà annoncé sa liste. Que fait le Parti communiste français? Chaque fois, ça nous est reproché. Les journalistes nous rient au nez. On dit oui, mais M. Arpigol, vous dites comme au présidentiel, vous voulez le rassemblement, mais il n'a pas lieu. Puis après, vous avez refait le coup législatif, vous voulez le rassemblement, mais il n'a pas lieu. Et là, vous nous redites, vous ne déposez pas de liste parce que vous voulez le rassemblement, mais il ne va pas avoir lieu. Sauf qu'on a à chaque fois ô combien de raisons de rappeler ça. Et chaque fois, on est trop seul. On continue. C'est vrai que ça n'a pas été fait l'Europe sociale. Oui, tu as raison. C'était un rappel, tu as raison. Je pense qu'on pourrait parler de ce que vous ressentez dans le mouvement social, dans ce que les gens vous disent, dans ce qui se passe, y compris ici, dans le département, où, comment vous ressentez les choses. Et moi, je vais bien aimer ton témoignage sur puisque tu dis aussi, on va aller sur 3 journées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le travail du dimanche? Alors, avant de passer
Avant de passer la parole, oui, vas-y. Moi, je voudrais dire que je suis complètement d'accord avec ce qu'il propose comme stratégie, parce qu'on parle des mouvements sociaux, mais il y a aussi le parti, son rôle par rapport à ces mouvements sociaux. Donc, bien sûr, les accompagner, les soutenir, mais également proposer. Et je pense que se focaliser effectivement sur 4 ou 5 choses essentielles et apparaître en tant que parti communiste sur ces questions est fondamental. Parce que, je ne sais pas, bon, moi je suis à la retraite et je regarde un peu plus les médias, sauf quand tu passes à LCI, ou quand, et pas souvent, bon, ou quand Maurice Ulrich passe, bon, vous passez en tant que personnalité communiste, mais le parti communiste en tant que tel, il n'existe pas. Il n'en parle jamais. C'est toujours la France insoumise. Ou maintenant, Besancenot, Olivier Besancenot qui revient sur le devant. Bon. Mais c'est Olivier Besancenot, sa personnalité. Le NPA, d'ailleurs, ils n'en parlent pas beaucoup. Hein. C'est la personnalisation du pouvoir qui est entérinée par les médias. Or, je crois qu'effectivement, notre intérêt, c'est de jouer le plus possible collectif, ne pas entrer dans ce rôle de personnalisation, parce que ça, c'est Mélenchon qui le fait très bien, et pour lui, effectivement, parce qu'il a une stratégie, c'est pas un hasard s'il admire beaucoup François Mitterrand, il a, bien entendu, pas avec le même fond, mais il a une stratégie semblable à celle de Mitterrand, c'est-à-dire faire un mouvement il s'inspire d'ailleurs de la philosophe belge, là, etc., et de certaines... faire un mouvement autour de sa personnalité, voilà, sur des bases qui sont effectivement communes aux nôtres, mais on n'a pas du tout la même stratégie. C'est un mouvement pyramidal, la France insoumise, je suis désolée de le dire. Bon, ce qui n'est pas notre cas, enfin en tout cas le Parti communiste actuel depuis longtemps n'est plus pyramidal. Bon, il y a longtemps que le culte de la personnalité quand même, c'est fini. Voilà. Or là, voilà. Alors donc je pense qu'on a intérêt à se montrer, tout en recherchant l'union à chaque fois, parce qu'il est sûr qu'on ne va pas le faire tout seul, mais on a intérêt à se montrer en tant que parti communiste, tourné vers l'avenir, bien sûr, mais voilà. Et c'est pour ça que je souscris tout à fait à ta proposition de travailler sur 4 ou 5 grands axes, et en tant que parti. Après, il faut bien se voir quelque chose. Il se trouve que ma trajectoire militante et politique m'a associé de très près à cette élection présidentielle. En 2007, comme responsable du bureau de presse de Marie-Georges, et en 2012, comme co-directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Donc j'ai approché de près le cœur du système, qu'il soit médiatique et aussi ce que cette élection peut produire chez le candidat lui-même. Si Marie-Georges s'en est sortie, j'ai envie de dire humainement, après l'effroyable circulation qui nous a été faite en 2007, on ne méritait absolument pas, c'est parce que derrière, elle a retrouvé la fraternité, le collectif, le parti. Je trouve que lorsqu'on est du camp des progressistes, d'une gauche radicale, il faut absolument continuer à dénoncer cette élection présidentielle. Elle est un verrou au changement puissant. On ne peut pas d'une main défendre la 6e République et de l'autre de mener des campagnes aussi présidentialisées et aussi personnalisées. D'une certaine manière, la question de l'hologramme, ça a été une prouesse technique, mais moi, elle ne me fait pas rire. Elle ne me fait pas rire. Je préférerais des meetings où il y a le candidat peut-être à Lille, mais où, dans notre ville, il y a un candidat qu'on va présenter à la législative qui parle au nom du candidat. Je préférerais des meetings où, comme on a su le faire en 2005, on a nos camarades, on a la diversité de tribunes. Moi, il n'y a rien, on va le faire ce soir, parce qu'on a 2 camarades, Johan Picon de Subrail, voilà, là, merci beaucoup pour votre présence, et Charles Sagnier de la CGT, qui vont prendre la parole juste après pour nous donner des éléments sur ce qui se passe. Je vois que le ministre a accepté nos rencontres à l'organisation syndicale tout en ne lâchant rien sur la réforme, mais
53% des Français aujourd'hui, dans un sondage qui est tombé ce soir, ne soutiennent pas le gouvernement dans sa détermination de ne pas négocier. Bon, tout ça est très complexe. Moi, j'aurais préféré que sur l'élection qu'on ait menée, on fasse des tribunes unitaires avec des voix de point social, des voix... Voilà. On n'y arrivera pas en pensant qu'on pourrait, tous les 5 ans, porter l'un d'entre nous, dans les conditions actuelles, à l'Élysée. Et quand bien même ce serait le cas, est-ce que ça règle la question de la transformation sociale de notre société? Dans la durée? Je ne le crois pas. Donc c'est une sérieuse question. Moi j'invite Joanne et Charles à nous rejoindre et à nous faire 2 prises de parole pour nous dire un peu la situation du mouvement qui est en train de se passer. Je vous remercie pour votre présence parce que chaque fois je dis aux copains qui organisent le débat qu'on peut vraiment ouvrir les tribunes au lutte. Bienvenue. Ça va? Allez, c'est à toi de dire. Ça, je vais mettre un peu à jour aussi, j'ai pas suivi. Bonsoir, alors Yves Vicon, donc je suis conducteur de train moi, à Ambert, donc depuis 2001, mais je suis rentré à la SNCF en 95. En 15, ça va vous parler un petit peu. Donc c'est pour, en ce moment c'est vrai qu'on est quand même un petit peu dans le bois dur au niveau du mouvement, on a quand même quelque chose de nouveau par rapport à autrefois, c'est-à-dire qu'on est quand même un petit peu, pas beaucoup de militants sur un secteur immense. En fait, c'est vrai que la région bordelaise-Aquitaine est quand même un quart de la France, hein, quasiment, et on est quand même pas mal de collègues militants, mais on est trop peu par rapport à monter un mouvement, monter les forces, etc. Mais on y arrive quand même. Donc il y a des stratégies qui se font de plus en plus, qui sont nouvelles. Le 2-5, hein, par exemple, qui a été monté un petit peu par la CGT, par mes camarades, j'étais pas trop d'accord au début. Et finalement, la stratégie n'est pas mauvaise, parce qu'en fait, ça permet quand même aux gens de s'organiser. Ça met un petit peu en défaut la stratégie, on va dire, politique, parce qu'en fait, le programme minimum avec les partenaires sociaux, c'est eux qui l'ont voulu, c'était quand même sous Sarkozy que c'est passé. Donc en fait, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à assurer un programme minimum de train, et ils se retrouvent coincés à leur propre piège. Et nous, on est dans la légalité. Donc, c'est vrai qu'actuellement, on a quand même montré beaucoup de choses. Ce sont les médias et les mensonges qui s'y collent, parce que c'est vrai qu'on est censuré partout. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, il y a des attaques virales. Moi, je fais partie d'un collectif, l'ancien collectif de défense des retraites, qui a changé de nom depuis peu. C'est Convergence des luttes maintenant, j'étais en train de chercher, excusez-moi. Donc en fait, on a des copains un petit peu de tous les horizons, donc j'en ai vu dans la salle que je connais déjà, parce qu'on se côtoie un petit peu sur les manifs. Et il est vrai que on a la difficulté de montrer les médias, parce qu'en fait, quand on va, y compris dans sa propre famille, ou ses amis, ou n'importe quoi, ils nous racontent des trucs, mais c'est incroyable, c'est invraisemblable. Donc ça, c'est quand même une bataille, c'est une stratégie qui est quand même difficile à contrer. Moi, j'aurais bien des idées, mais c'est un petit peu pharaonique par rapport aux moyens humains et aux moyens techniques qu'on peut avoir, aux moyens financiers aussi, parce qu'il y a quand même la finance dont il faut parler, parce que c'est vrai que les syndicats n'ont pas non plus des sommes faramineuses. Et les avis sont très partagés de la population. Moi je dirais que c'est 50-50, c'est-à-dire qu'il y en a qui comprennent un petit peu ce que sont les services publics aujourd'hui. Et derrière le combat des cheminots, il y a quand même un combat qui est pour tous les services publics, aussi pour la population et pour les chômeurs, pour tout ce qui s'est passé en France. Donc c'est quand même assez difficile aujourd'hui à montrer, mais pas impossible. On est peu, mais par contre on fait beaucoup de boulot. Donc on espère quand même ne rien lâcher parce que c'est bien le but.
Les chiffres sont tronqués, y compris de la direction SNCF, parce que Pépi fait absolument tout pour faire des informations, y compris au sein de la boîte, donc par des communiqués de presse ou des communiqués quand même assez réguliers pour dire que par exemple l'infra, c'est tous ceux qui, pour parler, parce que je vais dire juste une chose. L'infrastructure, c'est donc les voies, c'est les aiguillages, les services électriques, caténaires, etc. Enfin, tous ceux qui sont un petit peu au sol et qui font rouler les trains. Nous, après, on est SNCF Mobilité, donc en fait, pour mémoire, je rappelle, SNCF divisé en 3 EPIC, et EPIC, établissement public industriel et commercial. Donc il y a SNCF de tête, qui est un petit peu la direction, les cadres, etc. SNCF Réseau, donc tout ce qui est entretien des voies, caténaires, etc. Et mobilité, tout ce qui est conduite, contrôle, enfin tout ce qui est un petit peu mobile. Quoi. Voilà, l'escale, enfin certains d'escale, parce qu'il y en a qui sont infra quand même, etc. Donc aujourd'hui, ils essayent de créer une division entre ces 3 EPIC alors qu'ils veulent faire une SA, donc unique, revenir à un ancien modèle, enfin jeu de chaises musicales qui au passage alimente gracieusement et grassement, on va dire, certains cadres de la boîte. Voilà. Donc aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une effervescence, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillir en France, il y a quelque chose qui ne manque qu'à partir. Les gens nous attendent qu'on soit un petit peu la locomotive du combat. Donc essaye de se rallier à nous, mais c'est pas simple, parce que déjà pour la convergence des luttes, il faut construire la lutte entre cheminots, et ça c'est très difficile, parce que là aussi c'est moitié-moitié, quasiment. Il y a beaucoup de collègues qui vont au boulot, qui n'ont pas encore compris. Je me suis encore pris la tête avec quelqu'un hier soir qui a fait des mails un petit peu menaçants vis-à-vis des collègues. Comme je lui ai dit, un petit peu crûment, je lui ai dit, toi en 95, tu te serais pris 2 balles dans la gueule. Voilà, je lui ai dit ça comme ça, parce que c'est clair qu'aujourd'hui se permettre une espèce de fantaisie. On croirait des petits Macron, en fait, qui vous parlent quand ils vous parlent que les syndicalistes, tout ça. Enfin, puis je pense qu'ils mélangent beaucoup de choses. Ils ont une méconnaissance un petit peu du terrain, de ce qui est possible ou pas possible. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont juridiques maintenant. Avant, on pouvait bloquer les trains, maintenant on ne peut plus. Aujourd'hui, quand, par exemple, moi je suis soumis à une demande d'intention individuelle de faire grève, 48 heures avant, ça c'est quand même une nouveauté. C'est quelque chose qui est très lourd déjà à comprendre, c'est quelque chose qui est très lourd à mettre en place, et une fois que c'est mis en place, il ne faut pas oublier, parce qu'on se met en porte-à-faux, donc en porte-à-faux, on peut se faire virer aussi, etc., etc. Donc il y a beaucoup, on nous a mis beaucoup de poids sur les épaules, et voilà, aujourd'hui c'est très très difficile, mais par contre pas impossible. Et comme aujourd'hui on est un petit peu remonté comme des pendules, et ben on ne va pas lâcher le morceau comme ça. Voilà. Donc Charles. Moi, je ne suis pas un grand orateur, je ne vais pas parler longtemps, juste dire que oui, la boîte a une stratégie depuis une quinzaine d'années de faire des embauches en statut, de personnes qui ont plus de 35 ans, qui donc n'ont rien à voir avec la protection du service public. C'est des reclassés souvent d'autres emplois, de l'armée, enfin bref, voilà, ou sans diplôme, ils sont embauchés, ils sont formés, mais ils ne sont pas au statut. Donc déjà, ils ne se sentent pas concernés pour défendre ce système. Maintenant, pour la libéralisation, ce qui est vraiment le plus important chez nous, c'est qu'il ne le faut pas. On l'a vu dans le fret, on l'a vu, il y a 20% de moins de fret sur les rails, donc c'est forcément sur les routes. On l'a vu chez GDF, l'État voulait aussi rester majoritaire, on voit où ça en est aujourd'hui, on le voit encore avec les autoroutes, c'est quand même flagrant, donc voilà, nous on ne lâchera pas, c'est difficile, hein,
sait tous, hein, vous savez tous ce que c'est que des luttes. Mais voilà, on a des cheminots, il y a une stratégie qui est mise en place par la boîte. Par exemple, mardi, plus fort taux de grévistes chez les cheminots, et dans les médias, c'est le moins gros qui sort. Donc voilà, c'est juste des petits exemples. Voilà, je vais juste vous demander, voilà, si vous avez des questions sur les on-dit, sur ce que vous croyez, sur ce que vous avez entendu sur les cheminots, les Poutine, tout ce que vous voulez. On a plein d'exemples, on est là pour répondre à vos questions et vous faire comprendre que tout ça, c'est pour donner du fric aux actionnaires, tout simplement. Il n'y a rien de plus. Pour rebondir un petit peu, parce qu'en fait, mon collègue vient de dire aussi que les nouveaux embauchés sont PS25. Nous, on appelle ça PS25, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas titulaires, ils n'auront jamais de statut, donc ils sont embauchés avec un salaire qui est légèrement plus fort, mais qui inclut le soi-disant 13e mois, hein, si on peut dire ça. Nous, on appelle ça une prime de fin d'année, et c'est libellé comme ça. C'est une prime de fin d'année. Donc en fait, qui correspond à peu près au traitement de base au mois de décembre. Voilà. Donc on les charge, etc. Donc en net, ça fait les balles de moins pratiquement que ce qu'on a normalement. Donc ces gens-là n'ont pas cette prime de fin d'année, mais ont un salaire d'à peu près l'équivalence, un petit peu moins bien sûr, hein, toujours revu à la baisse, hein, bien sûr. Et donc, ce salaire-là, eux, ils ne sont pas soumis à un tableau de notation, ils ne sont pas soumis à tout ça, c'est des augmentations, mais c'est pas systématique. Et en fait, ils en jouent vachement. Et la direction, aujourd'hui, a un management qui est à la France Télécom. Moi, pour avoir été au fret, et évidemment avec le ticket que je porte, hein, parce que je suis militant et je me laisse pas faire, que ce soit n'importe où, que ce soit au supermarché ou n'importe quoi, mais je me laisse jamais faire. Et je suis tombé vraiment avec une hiérarchie à la Macron, hein, on va dire. J'en ai chié pendant 8 ans de fret. J'ai fait 8 ans de fret à la séparation des activités, parce qu'en plus, en interne, avant on était polycompétents, on va dire. On faisait du voyageur, comme du fret, comme du TER, etc. Après, ils ont tout divisé, donc c'est là où tout a commencé en fait. Et donc là, on est tombé sur une direction qui a été violente, tellement violente, que j'ai entendu les collègues qui partaient très souvent en conseil de discipline. Donc il y a des gens qui se font virer au chemin de fer. Le statut n'exclut pas ça. Donc quand on parle de sécurité de l'emploi, moi ça me fait presque rire, parce que la sécurité de l'emploi, on ne l'a pas, enfin on l'a comme une entreprise privée, quoi. C'est-à-dire on fait une connerie, on peut se faire virer. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un à un jour de grève a pris une radio, juste pris une radio. Le fait d'avoir pris la radio, il a touché à l'organe de sécurité pendant un jour de grève étant rupture du contrat de travail provisoire. Donc, il n'avait rien à faire dans les enceintes du chemin de fer, il a touché un organe de sécurité, viré, licencié. Tous les syndicats ont été là pour le défendre, etc. Rien à faire. Et il a été licencié. Donc ça, il y en a à peu près entre 8 et 10 par an. C'est pas au national, hein. Il y en a au national, il y en a une vingtaine. Et pour rebondir aussi sur tout à l'heure, le routier, il faut savoir que la SNCF, dans le groupe, a Géodis, quelle personne, Bernis, c'est tous les camions que vous voyez sur la nationale 10, et ça, il y en a à crever. Toutes les licences européennes routières, quasiment, sont détenues à plus de 70% par la SNCF. Parce que moi, j'ai le permis poids lourd et super lourd, j'ai roulé une fois, j'ai vu une licence, il y a marqué SNCF en bas, voilà. Donc, quand Pépi dit que le groupe va bien, c'est le groupe avec, y compris, je le dis, c'est tout ce qui est routier. Il faut dire aussi que la SNCF investit aussi sur le métro de Boston, et investit à l'étranger, en Allemagne, etc. Donc, Ouibus, hein, parce que ça, il ne faut pas l'oublier.
Et toutes ces compagnies, là, un petit peu, en fait, fait de la concurrence interne, déloyale, hein, bien sûr, mais cadrée juridiquement. Et donc, en fait, ils s'amusent à dire, et c'est quand même relativement vrai, que le groupe va bien, tout va bien. Ils ont fait crever des petites lignes, ils ont fait crever le ferroviaire, ils ont fait crever le ferroutage qui devait être un outil fabuleux, qui devait être écolo, qui devait être tout ça. On s'en sert pas. On s'en sert pas, et aujourd'hui, on fait rouler des camions, et c'est ce qui fait le bénéfice du groupe. Moi, ça me fait un peu chier. Aujourd'hui, entre Limoges et Angoulême, c'est le laboratoire pour fermer une ligne. Là, ils sont en train de nous mener en bateau, on a vu un élu, on a demandé où était passé le budget, personne ne sait. Et là effectivement, on essaye de trouver un petit peu où sont passés tout ce fric là pour les traverses. Les traverses sont à Sailly-Chaston. Il y en a quelques-unes un petit peu posées à droite et à gauche, mais par contre, il y avait bien le budget pour changer les traverses. Les traverses n'ont pas été changées, et aujourd'hui, on ferme la ligne, parce que c'est trop dangereux. Donc on fait quoi? Alors aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être interpellés par un élu, alors qui, bon voilà, on va pas croire à tous les miracles, mais enfin c'est quand même bien, c'est une nouveauté. Aujourd'hui, plutôt que d'agir à manifester dans les rues et agiter des drapeaux pour que ça serve à rien du tout et qu'on se dise et après. Aujourd'hui, on va voir quand même un élu, il va faire une lettre à Rousset, alors ça portera ses fruits ou pas. On lui a demandé un débat public. On lui a demandé de rendre des comptes aux gens, parce que c'est quand même avec notre pognon, avec nos impôts, et en tant que contribuable, je pense qu'on a quand même un petit peu ils ont des comptes à nous rendre sur la transparence du fric. Voilà. Chaque fois que le débat se développe dans le pays sur un sujet, effet de la mise en concurrence, avenir des lignes secondaires, la question de la dette, un statut, pourquoi? En quoi ce qui est aujourd'hui fait avec cette réforme, c'est le pied dans la porte pour la future réforme des retraites de 2019. Chaque fois qu'on mène le débat, nos arguments l'emportent. Le gouvernement pensait il y a encore quelques semaines qu'il passerait par les ordonnances et que les cheminots seraient isolés. Or, chaque fois qu'on a des initiatives, qu'on est au contact avec les usagers, et que la discussion se noue, d'abord on peut mesurer l'immense attachement de notre peuple à nos trains, à nos gares. J'aime bien si on a une contribution positive dans la bataille en ce moment, les communistes, c'est ce badge mon train j'y tiens 100% public. Parce que les gens sur les manifs, ils veulent le prendre en disant oui, mon train j'y tiens. Et puis il y a des nœuds idéologiques qu'il faut essayer de taper, de cogner. Parce que, comme tu dis, il y a un tel torrent de désinformation du soir au matin, en intraveineuse dans les médias dominants. Je pense que le journal L'Humanité, dans cette période-là, est le grand journal aussi de la lutte de solidarité au Chinois. Le numéro spécial que vous avez sorti, qui décrypte, qui donne des arguments, etc., est un outil de formation de nos adhérents pour mener là. Et puis je vais vous dire, dans ces moments-là, c'est exactement le même climat que d'abord, c'est une campagne de longue haleine. Ils ont beau avoir leur calendrier législatif, ils ont beau faire de la mousse, etc. C'est une campagne de longue haleine. On peut la gagner. On peut la gagner parce qu'à travers la situation faite aux cheminots, il y a beaucoup de personnes qui se disent derrière, oui, mais c'est pas que la situation du ferroviaire. C'est le passage en force sur tout. C'est l'humiliation, c'est le mépris de classe. Ils cherchent un moment thatcherien, comme Thatcher a pu produire avec les mineurs. Et derrière, on sait très bien que tout y passe. Donc c'est un moment de vérité. Mais encore une fois, moi je le vois, quand on discute, on gagne. Quand les questions nous sont posées et qu'on y répond, les gens disent « Ah, mais vous avez raison ». Par exemple, ils ont essayé dès le début de dire on ne va pas suivre le rapport Spinetta sur les 9000 km de lignes menacées par le rapport Spinetta, les lignes dites de secondaire, je vois ce terme, c'était nos lignes. Bon. Donc ils ont dit bon, ça c'est bon, c'est réglé. C'est absolument pas réglé. Absolument pas réglé.
Je me fais aucune... La Bordeaux-Arcachon, c'est grand. La Bordeaux-Arcachon, c'est grand. Par contre, la Bayonne Saint-Jean-Pied-de-Port, et moi qui circule beaucoup, je peux te dire que c'est mur à camion. Chaque fois, je me dis, mais quelle aberration. Il a beau rappeler à l'ordre Emmanuel Trump aujourd'hui sur l'accord de Paris, pour dans le même temps revenir et décider arbitrairement et autoritairement d'une réforme ferroviaire qui va mettre une filiation du fret, qui va mettre encore plus de camions sur les routes. C'est une aberration. C'est archaïque. C'est ballot quand même de défendre la lutte contre le réchauffement climatique en faisant rouler des camions et pas des bus. Et là, si tu veux, ce que je trouve, c'est qu'ils tapent quelque chose qu'il ne faut jamais taper, c'est le bon sens. Les gens, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Donc ils se disent quand même, mais comment d'une main ils nous disent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique et on va avoir, nous, des bus à la place des trains. Parce que c'est ça Macron, il a fait sa rentrée en politique comme ça. Les bus Macron. Il est signé, il est marqué au fer rouge sur ça. Oui, il est sous-traite à l'étranger. Donc je pense qu'on a des éléments pour avancer, pour marquer les points, pour les mettre en très grande difficulté. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Ça pollue, les camions sur les routes, ça pollue. Alors on en prend encore 2-3 et après, je vais vous signer quelques bouquins et je vais participer au réchauffement climatique en me faisant un sac sur Vienne pauvre. Parce que je ne pouvais pas prendre de train. Il y en a 2 ou 3. Alors, au fond, ici. Au fond. Les autoroutes, fin de concession, devraient se terminer. Pourquoi elles sont toujours renouvelées? Oui, tout simplement pourquoi les cheminots n'ont-ils pas encore fait un tract grand public que nous pourrions distribuer dans nos communes, sur Angoulême et ailleurs. Alors, oui. Et surtout, moi, je pense que ce qui est important, c'est la ligne Limoges-Angoulême-Limoges. Parce que là, ce que tu viens de dire là, par rapport aux traverses qui sont de côté, ça serait peut-être quelque chose à faire remonter en disant que ce qu'ils disent que ça va repartir, c'est faux. Donc je crois qu'il faut voilà, un tract qui puisse expliquer toute cette situation. Alors je ne sais pas si c'est au niveau de la CGT qu'ils peuvent le sortir ou... Voilà. Alors, au niveau des tracts, on va se rapprocher de nos délégués qui n'ont pas pu être là ce soir. Un qui était obligé de faire un train et l'autre qui a fait un Alep dimanche soir. Donc, on va passer par notre délégué qui travaille ce soir. Sur le local, on distribue la P-Info qui recrute, qui relate pas mal ce qui se passe. Ensuite, le problème pour distribuer les tracts, c'est qu'on est tout petit en Angoulême. On est plus nombreux. À une AG, on se retrouve, on est 50% de grévistes à l'infra. Il y a à peu près 70-80% pour la conduite et pour les contrôleurs. Le problème, c'est que ça fait à peu près, on va dire, 150 personnes. Le problème, c'est qu'on est mal engagé. Donc, pour faire des actions, c'est très compliqué. Pour faire même un standing sur Paris de la Gare, c'est pas facile de se montrer à 10, 15, c'est compliqué. Et pour nous, si on a l'interpro tous les jours, on fait un barbecue tous les jours. On interpelle les gens tous les jours sur Paris, on y reste. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Nous, on sera là, malheureusement, on ne fait pas n'importe quoi. Et c'est compliqué. Le prochain action, là, c'est quand? Là, c'est ce week-end. Ce week-end, il y a les 2 prochains jours de grève. Donc, c'est pareil. Ce week-end, il n'y a que les contrôleurs et les roulants qui sont concernés. Et les mécanos, les contrôleurs, au guichet ou dans les gares. Donc, c'est très compliqué de réunir du monde un week-end. La prochaine manif, ce sera le 1er mai, qui sera comprise pour tout le monde. Ensuite, c'est le 3 mai.
Le 5, hors syndicat, CGT, je vous invite à faire le manif du 5 aussi. En partie. Et ensuite, voilà, on attend des nouvelles de la Tempo pour faire encore une grosse manif sur la gare comme l'autre jour. Je trouve que c'était une bonne petite journée. Même la Charente Libre n'a pas minoré les chiffres, donc c'est quand même pas mal. Faut le souligner parce que c'est quand même assez rare. Voilà, donc pour les tracts c'est très compliqué à distribuer. Si je peux en avoir, là on a enlevé un ballot de la Réinfo qui relate pas mal d'histoires. Ensuite j'ai des tracts de la CGT Cheminot qui vient directement de la Fédération de Paris. Je peux vous l'envoyer par mail, vous donner votre adresse. Il n'y a pas de souci, je le donne à Edwige, et puis je vous l'envoie à tous à la base. Voilà. Après, je peux continuer à faire suivre comme ça, mais c'est vrai que nous, mettre un rond-point à 5-6, c'est compliqué. Le 3, on espère avoir la DIRA avec nous et faire, comme prévu, une opération escargot, voir si on peut carrément bloquer les camions sur la site de droite. Ça, ce serait bien, mais il faut du monde. Il faut du monde. Si on n'est pas à 30, on va se faire massacrer avec le nombre de routiers sur la liste. Charles, constat de Réinfo, je le prendrai à la télé, et puis les manifs à laquelle on sera. On en ramènera pour les prochaines manifs. Et là, ce soir, tous ceux qui en veulent peuvent en prendre, hein, c'est libre bien sûr, et on en ramènera à chaque nouvelle manif, il y a une qui sort, mais il y a aussi un autre, c'est un autre qui est fait par la Fédération régionale de Bordeaux, qui nous envoie un tract avec des petites photos de tous les sièges, toutes les petites actions, tous les 2 jours, à chaque période de pèlerinage. Alors, je fais vite. Nous, en fait, aux AG, ce qu'on veut faire aussi localement, c'est faire un tract un petit peu intersyndical et aussi pour porter la voix des non-syndiqués, non, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, le problème, c'est que sur 2 jours, en général, le premier jour de l'AG, on décide du lendemain ou de la suite des événements, et on est un petit peu pris par le temps. Et entre-temps, on bosse. Donc en fait, c'est très difficile de trouver du temps, de l'énergie et le temps nécessaire pour mettre des textes en place. Bon, là, il y a une action, moi que j'ai décidé, j'ai proposé aux collègues de faire ça. On va certainement se mettre sur un pont du côté de Géant. Pont très très visible, et on va faire 30 mètres de banderole avec un slogan et peut-être un barbecue dessus de manière invisible, des drapeaux, etc. pour dire un petit peu que les cheminots sont en colère dans la ville. Après, on essaye, c'est vrai que maintenant ça commence à se structurer un petit peu plus, on commence à avoir des idées nouvelles et des actions nouvelles. Maintenant, sur la diffusion, c'est très difficile parce que les médias, vous n'êtes pas vraiment. Alors, les médias locaux encore, ça passe. Bien que, des fois, ils nous coupent le son pour... alors, soi-disant, c'est pas... Non, c'est pas fait exprès. C'est une erreur technique. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on va essayer de faire le maximum avec le minimum qu'on est. Par contre, je répète, l'élu qu'on a eu, on lui a demandé qu'il convoque tous les maires de la ligne jusqu'à Saya, parce qu'en fait, la partie Limoges-Saya de nous concerne un peu moins, mais on va essayer quand même de les faire venir. Mais il va convoquer tous les maires. Nous, on va aussi se déplacer en tant que cheminots. On va essayer d'en interpeller certains qui sont autour de chez nous. Et pour pouvoir un petit peu faire des réunions et des débats publics pour savoir le devenir de la ligne. Voilà. On a les journées d'action, le 1er mai, bien sûr, très important. Et après, je pense que partout, il faut s'organiser à l'échelle de nos territoires. Le matériel, on l'a. Il faut le diffuser, les fédés sont là, les sections. Je termine par quelque chose qui me tient à cœur, et c'est lié à ce soir. Bien sûr, le dernier bouquin, c'est Macron. Mais le bouquin d'avant, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, c'était les souvenirs d'Ovalie, de François Roncla. François Roncla, c'est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. C'est un rouge.
c'est un communiste, c'est un gazier électricien. Et François, c'est le capitaine de l'équipe de France qui, à la fin des années 50, conduisait les équipes nationales pour leur première fois dans des tournées loin. Il va gagner, par exemple, à Ellis Park face aux Sud-Africains. Et c'est là où il découvre l'apartheid et où il a sa conscience politique. Et il raconte dans ce livre la combativité sur le terrain aussi, dans la vie, comme syndicaliste et comme citoyen. Et on a décidé avec François, chaque fois que je fais Macron, je porte les bouquins de François parce que le 1er mai, à Pau, on va vendre le muguet. On a un gros dispositif muguet, nous en Pau, c'est une tradition. Et la vente du muguet et la vente des livres, François Moncla, ira à la caisse solidaire des cheminots pas loin. Parce qu'il y a besoin aussi de la donc chaque fois que vous prenez ce soir Moncla, comme demain, comme vendredi dans le Médoc et tout ça, mais ça va à la caisse de solidarité pour les cheminots. Je pense que c'est important de aussi construire les choses comme ça, parce que j'ai lu des témoignages de cheminots. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, parce que quand je fais parfois des plateaux télé, la dernière fois c'était sur BFM avec un salopard de jeunes marquis là, de la Macronie, députés. Et chaque fois, c'est les cheminots qui font grève, mais ils peuvent. Et là, dans l'IB d'aujourd'hui, il y a des portraits de cheminots, et chacun dit ce que ça lui coûte et ce dont il va devoir se priver dans les semaines et les mois qui viennent. Une contrôleuse disant, mais là je sais que je partirai pas en vacances cet été. Donc la bataille financière, c'est aussi la bataille pour la dignité de la solidarité. Peut-être dire également qu'au fond de la salle, on a une caisse en plastique qui permet de déposer de l'argent pour pouvoir faire que les cheminots aient des petites. Donc vous pouvez le faire de différentes manières, la caisse, avec le Moncla, on le faire comme vous voulez. Je me mets là-bas, je signe, je mets des petits mots à ceux qui le veulent, et après, je pars à Pau. Vous avez une buvette au fond,